Parfait. Parfait, parfait. Alors, nous, c'est l'association Your Season. Donc, pour la majorité qui ont déjà participé à nos webinaires, vous nous connaissez un petit peu. Mais pour ceux qui nous découvrent, donc, sachez qu'on est une association qui œuvre pour l'accompagnement des personnes en difficulté professionnelle, majoritairement. Donc, quand je dis difficulté professionnelle, c'est la recherche d'opportunités dans la plupart des cas. Donc, stage, alternance, CDD, CDI, opportunités professionnelles de tous bords, hein, s'il va sur des missions d'intérim ou etc. Et nous préparons les différents candidats à décrocher des opportunités sur toute la France et au-delà pour certains profils. Donc, nous sommes une belle grande équipe avec laquelle nous fonctionnons sur différents domaines, que ce soit sur du juridique, que ce soit sur de la technologie, sur les ressources humaines, sur l'administratif, vraiment, voilà, sur plein de sujets et de thématiques variées. Nous organisons depuis 2025 donc, les webinaires Impact Live qui ont généralement lieu une à deux fois dans le mois. Idéalement, on essaie de tenir la route et nous espérons pouvoir tenir la route jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux différentes questions habituellement via des webinaires, via en invitant aussi différents nombres d'experts, notamment comme Majorlen sur la partie administrative. Sachez également que notre chaîne YouTube est disponible. Là, vous tapez Your Season Association sur YouTube avec le logo que vous voyez derrière moi. Donc, généralement, c'est assez facile à retrouver. Les liens, vous pouvez les regarder. Nous avons fait des webinaires sur la fiche d'imposition, comment déclarer ses impôts, comment bien faire aussi cette déclaration-là. Nous avons invité une experte des finances publiques aussi sur le sujet. Nous avons travaillé sur la fiche de paie pour comprendre et mieux cerner la fiche de paie. Donc voilà, sur ces différents sujets, nous abordons. Nous aurons des webinaires prochains aussi sur les simulations d'entretien d'embauche, savoir faire les CV au bon format pour éviter le blocage des logiciels ATS. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont venir sur des thématiques en tout cas différentes et variées. Donc n'hésitez pas à rester connecté. On est disponible également aussi sur LinkedIn. Donc voilà, vous pouvez nous suivre, que ce soit moi, Théophilia, Majorlaine, voilà, avec plaisir. Vous pouvez regarder et chercher nos noms, c'est vite fait, bien fait. Et nous espérons en tout cas répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, sachez aussi que ce webinaire est en co-organisation donc avec une autre association dont Marjolaine est membre qui s'appelle Un cœur pour des cœurs. Donc Un cœur pour des cœurs qui est une très belle association aussi qui s'occupe vraiment de plusieurs sujets différents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. Donc que ce soit sur les sujets d'accompagnement professionnel, de soutien scolaire, de soutien académique, soutien scolaire, d'orientation, que ce soit sur l'aide juridique, notamment le département que Marjolaine assure chez Un cœur pour des cœurs, c'est l'aide juridique, d'où sa présence aujourd'hui avec nous. Au-delà de ça, il y a aussi de l'aide alimentaire. Si vous avez des difficultés, par exemple, au niveau de l'aide alimentaire et que vous êtes dans la région et vous avez besoin d'un petit coup de pouce, le temps de retomber sur vos pattes, c'est avec plaisir. On mettra toutes les informations au fur et à mesure dans le chat. Vous pouvez prendre connaissance de ça et hésiter à contacter les personnes concernées. Donc voilà, nous essayerons aussi peut-être d'organiser des séances d'échange avec Marjolaine s'il y a des cas spécifiques qu'on ne pourra pas traiter aussi ici. Donc Marjolaine, on pourra organiser voilà, un one-to-one ou en fonction des cas spécifiques pour bien cadrer le sujet, en tout cas dans la mesure du possible et surtout, je le dis encore, selon les disponibilités de notre invité. C'est vraiment dans cet objectif qu'on le fait. Donc voilà, moi je pense que j'ai transmis la plupart des informations, on va dire, prototypes à l'administrative. Donc Majolaine, je pense que je vais te laisser la parole. Je suis Parfait. accompagné aujourd'hui, excusez-moi, je suis accompagné aujourd'hui donc de Théophilia Maboudou qui est avec moi. Donc coucou Théophilia, donc voilà qui sera la modératrice. Théophilia, tu veux faire un coucou, vas-y. Allez. Hello, hello, bonsoir tout le monde. Donc voilà, elle sera aussi co-animatrice sur le sujet. Donc n'hésitez pas à poser autant de questions que vous voulez dans le chat. Elle est là pour ça. Donc maintenant, Majolaine, tu as toute la parole. Et puis, allez, let's go. Parfait. Je te remercie pour cette belle présentation. Alors concrètement, on essaiera d'être le plus pragmatique possible. Le but, ce n'est pas de vous donner
toute une panoplie de terminologie juridique, de références juridiques et finir par vous perdre. On va essayer d'être le plus pragmatique possible. Et comme le disait tout à l'heure Sylvanus, n'hésitez surtout pas à noter dans le chat si jamais vous avez des questions ou des cas spécifiques justement à nous soumettre éventuellement. Donc, pour commencer, nos propos vont se situer essentiellement dans la zone du Rhône-Alpes, vu que c'est de cette région que relève la majorité des personnes ici présentes. Comme vous avez pu le remarquer depuis maintenant 2, 3 années approximativement, tout ce qui touche aux démarches de régularisation au séjour euh, euh, fait l'objet de nombreux retards, mettant ainsi en difficulté beaucoup d'étudiants, beaucoup de potentiels futurs travailleurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est justement le but de ce webinaire, vous montrer les pièges à éviter, vous permettre d'avoir tous les leviers afin de pouvoir optimiser le traitement de vos demandes de régularisation au séjour et tout ce qui s'ensuit. Sur le principe, c'est vrai qu'initialement, toute demande de renouvellement de titre de séjour, de régularisation au séjour, était initialement fixée ou traitée dans un délai de 2 mois. Avec tout ce qui a touché à la dématérialisation depuis la période Covid, on est plutôt sur un délai moyen de 3 à 4 mois. D'où la nécessité justement pour tout un chacun d'anticiper ses démarches en faisant ses demandes de renouvellement au minimum 4 mois avant l'expiration du titre en cours. Voilà, dans un premier temps. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vu que les procédures sont de plus en plus longues, le bon sens voudrait qu'on essaie tout un chacun de revérifier tous nos documents, qu'on s'assure de réunir tout ce qui est documents financiers, administratifs, et que tout puisse être fait dans les délais, bien évidemment. Afin de structurer plus ou moins notre raisonnement, je propose qu'on commence plutôt par déterminer toutes les difficultés qu'on rencontre fréquemment dans le contexte de tout ce qui touche aux démarches relatives au droit au séjour, avant de pouvoir percevoir justement leur impact sur la vie des concernés. Puis, dans un deuxième temps, ce serait d'aborder toutes les situations au cas par cas. Après quoi, on pourra éventuellement donner quelques conseils pratiques. Concernant les difficultés fréquemment rencontrées, il y a lieu de préciser que dans tous les cas, qu'on soit dans une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, de renouvellement de récépissé ou encore de changement de statut, euh, tous les étudiants étrangers depuis quelques années, comme je le disais tantôt, sont confrontés à beaucoup de difficultés. Première difficulté rencontrée, c'est celle de l'obtention des rendez-vous. Tout le monde le sait, c'est vraiment un combat et c'est peu de le dire. J'entends de plus en plus dire que plusieurs personnes prennent la peine de vérifier sur le site de la préfecture entre minuit et 5 heures du matin si jamais il y a des disponibilités. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais en même temps, c'est la preuve que notre situation se précarise davantage, on va dire les choses comme ça. Voilà un tout petit peu. En termes d'impact, vous l'entendrez bien, sans titre de séjour, difficulté de travail, qu'il s'agisse de job étudiant ou encore d'emploi classique, et donc ce qui a bien évidemment un certain impact sur la santé financière des personnes concernées. Ces mêmes impacts-là sont revus aussi dans tout ce qui touche aux démarches de renouvellement de récépissé, lorsque ces derniers arrivent à expirer, alors que la préfecture n'a toujours pas pris la peine de faire un retour sur l'issue du traitement de la demande initialement effectuée. Autre difficulté rencontrée, ce sont justement les délais de traitement qui sont de plus en plus longs, comme on le disait tantôt, et donc ce qui fragilise et précarise davantage la situation de toutes les personnes étrangères en France. Cela a un impact à divers niveaux. Insécurité émotionnelle, questionnement quant aux nombreux issues qui pourraient en être, et éventuellement plusieurs personnes se retrouvent avec certains chocs psychologiques. Au-delà de tout ça, moi je pense que la plus grosse difficulté qu'il y a, je pense, enfin, c'est à la fois pour Your Season, je l'entends, c'est justement le fait que les personnes manquent énormément de connaissances. Défaut de connaissances par rapport aux recours et possibilités dont elles disposent, juridiquement parlant, et c'est tout l'objet justement de la présente réunion. Comme je le disais tantôt, en deuxième aspect, on va aborder les situations au cas par cas. Dans un premier temps, en ce qui concerne les difficultés pour obtenir les fameux rendez-vous. On le disait tantôt, il est impossible de nos jours de pouvoir justement entrer en préfecture sans aucun rendez-vous. Et donc, généralement, ce qui se fait, c'est que selon les situations, on peut recevoir, si la demande a été transmise sur la plateforme ANEF, je parle plus spécifiquement des étudiants étrangers, ou encore si ça a été fait sur la plateforme démarche simplifiée pour tout ce qui touche au renouvellement des titres de séjour des travailleurs étrangers et autres,
Après l'instruction des dossiers, la personne concernée reçoit instinctivement un lien, un lien pour accéder justement aux créneaux de rendez-vous qui sont disponibles au niveau de la préfecture du Rhône. Généralement, sur ce lien-là, on a accès aux dernières dates de mise en ligne de rendez-vous, mais en plus de ça, il nous propose aussi une date approximativement, une date approximative, pardonnez-moi, de la prochaine mise en ligne de nouveaux créneaux. Concrètement, si sur le site de la préfecture, il est marqué que la prochaine mise en ligne de nouveaux créneaux de rendez-vous est fixée je donne une date au pif, 25 avril 2025. Moi, ce que je recommande généralement, c'est qu'on essaie de se connecter bien avant. Parce que concrètement, c'est vrai que c'est une date indicative que la préfecture donne, mais elle met fréquemment ses créneaux bien avant. Généralement 3-4 jours avant. Donc, pas besoin nécessairement de se connecter à des heures tardives et se mettre énormément de pression. Essayez autant que faire se peut de vous connecter 3-4 jours avant et ce de manière récurrente pour être sûr de pouvoir obtenir un créneau afin de pouvoir justement finaliser votre demande de renouvellement. Ça, c'est un premier point qu'il fallait justement préciser. Autre aspect dont il faut prendre acte, c'est le fait que du moment où la préfecture prend la peine de vous transmettre un mail où elle vous dit clairement que votre demande de renouvellement a été acceptée, bien évidemment, votre droit au séjour, il est acté, donc vous n'avez pas à vous mettre une certaine pression en vous disant concrètement, j'ai reçu le mail de la préfecture me disant que ma demande de renouvellement a été acceptée au 25 mars 2025, alors que mon rendez-vous pour le retrait de mon titre de séjour est fixé au 25 juin 2025, vous n'avez pas à vous inquiéter en vous disant que vous serez forcément en irrégularité sur la période de 2-3 mois qu'il y a entre ces deux dates. Parce que bien évidemment, vous avez justement le mail de la préfecture ainsi que la convocation au rendez-vous qui feront foi. Deuxième aspect, c'est justement sur la question des récépissés qui arrivent à expiration, alors même que la préfecture n'a toujours pas fait de retour. Comme je le disais tantôt, on va faire un focus au niveau de la préfecture du Rhône, mais n'hésitez pas à nous préciser si jamais vous relevez d'une autre préfecture pour qu'éventuellement on puisse vous orienter. Mais en ce qui concerne les renouvellements de récépissés, au niveau du Rhône, il nous est imposé justement de faire une demande de renouvellement du récépissé au plus tôt 30 jours avant l'expiration de ce fameux récépissé. Pour être pragmatique, on n'a pas le droit de faire une demande de renouvellement 35 jours ou un peu plus d'un mois avant l'expiration de ce fameux récépissé-là. Mais en même temps, considérant tout l'impact que pourrait avoir une situation de non-droit, justement en raison de l'absence de récépissé ou de titre de séjour, le bon sens voudrait qu'on essaie d'entamer les démarches au plus vite. Donc moi, je conseille généralement que la demande de renouvellement du récépissé soit initiée entre 25 jours avant l'expiration et 30 jours avant cette fameuse date d'expiration, justement. Sur ce point-là, il y a lieu de préciser que simplement en allant sur le site de la préfecture, on pourrait avoir accès à un formulaire à remplir où il faut notamment préciser les informations basiques. Je l'entends, numéro étranger, nom, prénom, date de naissance et tout ce qui s'ensuit, avec certains documents, dont l'ancien récépissé qui fera l'objet de renouvellement, une copie du passeport en cours et une photo récente ainsi qu'un justificatif de domicile. Ces éléments-là devront être transmis par courrier sous pli, justement à l'adresse de la préfecture, plus précisément au service renouvellement. Je pourrais éventuellement rajouter dans le chat tout à l'heure le lien d'accès direct à l'adresse à laquelle il faudra envoyer le fameux récépissé, ainsi que tout ce qui touche aux pièces justificatives à adjoindre. L'aspect le plus crucial, à mon sens, c'est justement la question des délais de traitement qui sont de plus en plus longs et qui précarisent davantage la situation de toutes les personnes étrangères sur le territoire français. Comme je le disais tantôt, c'est vrai que sur le principe, les demandes de renouvellement de titre de séjour font l'objet d'un traitement moyen en termes de délai qui se situe autour de 3 mois. Mais juridiquement parlant, du moment où une personne privée fait une demande à une administration, l'administration est censée avoir un délai de 2 mois pour répondre. Au-delà de ces 2 mois-là, vous êtes à même, dans votre plein droit justement, de pouvoir enclencher certaines procédures que je vais vous préciser tout à l'heure. Ce qu'on recommande dans ces cas-là, c'est que
comme je le disais tantôt, il est recommandé d'initier la demande de renouvellement 4 mois avant la date d'expiration du titre. Mais dans ces 4 mois avant l'expiration du titre, une fois que la demande de renouvellement est initiée et qu'on a la certitude qu'un dossier complet a été transmis, le bon sens voudrait qu'on vérifie bien évidemment sur les fameuses plateformes, j'entends par là l'ANEF ou le site des marches simplifiées en fonction des situations, qu'une demande de complément de dossier ne nous a pas été faite. Si tel est le cas, il faut être assez réactif et transmettre justement les pièces qui ont été demandées à l'agent instructeur. Une fois qu'on est sûr que cela a été fait, dans un délai de 2 mois à partir de la date de dépôt initial, il y a lieu de faire une relance à l'agent instructeur. Concrètement, vous vous connectez sur votre plateforme ANEF, vous allez simplement sur l'onglet Nous contacter et vous faites un petit courrier où vous dites simplement, entre autres, je me permets de vous solliciter par la présente afin de pouvoir savoir davantage concernant l'état d'avancement du traitement de mon dossier, restant à disposition bien cordialement. Rien de très protocolaire, j'ai envie de dire, mais l'idée, c'est de pouvoir justement pouvoir attester dans l'hypothèse d'une procédure un peu plus tardive que vous avez quand même pris la peine d'effectuer des relances auprès de la préfecture et notamment de votre agent instructeur afin de pouvoir savoir plus ou moins où en est votre demande et éventuellement montrer votre bonne foi quant au fait que vous êtes prêt à transmettre des documents supplémentaires si besoin. Je pense que sur ce point-là, on est bon. Autre point à préciser, c'est que au-delà de la prise de contact sur les plateformes des maths qu'on a évoquées tantôt, il est possible de faire un courrier en bonne et due forme à l'attention de la préfecture. Dans ce courrier-là, il y a lieu de préciser la date à laquelle vous avez fait votre dépôt initial, votre nom, votre prénom, le numéro étranger, votre numéro de dossier sur la plateforme ANEF s'il y en a, ou éventuellement le numéro de dossier sur la plateforme démarche simplifiée si tel est le cas. L'idée, ce serait justement de rappeler à l'agent instructeur toutes les étapes de la procédure. Pour être plus pragmatique, monsieur le préfet, en date du 1er janvier 2025, j'ai déposé via la plateforme ANEF, via le numéro de dossier suivant, XX6, un dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant. En date du 15 janvier, vous m'avez demandé des pièces complémentaires, à savoir mon justificatif de domicile, qui vous ont donc été transmis en temps et en heure. À cette heure, soit 2 mois plus tard, je n'ai toujours pas de retour de votre part. Pourriez-vous me renseigner notamment concernant l'évolution de ma demande? Je me tiens éventuellement à disposition euh, de, en cas de nécessité tout simplement. Voilà un tout petit peu. Ce courrier devra impérativement être transmis avec accusé de réception. Comme je le disais tantôt, dans l'hypothèse de procédure judiciaire future, il y a lieu de pouvoir acter d'une certaine traçabilité de démarches préalables effectuées. Dans un premier temps, donc, c'est de faire une procédure amiable. Donc, procédure amiable qui comprend soit la relance sur les plateformes des maths qu'on évoquait tantôt, soit un courrier à l'attention de la préfecture. Au-delà de ces moyens de recours, on a un autre moyen de recours qui intervient toujours justement dans le process de recours amiable. Ce serait justement de pouvoir saisir le défenseur des droits. Pour faire court, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui a pour but de pouvoir sauvegarder les droits de toutes les personnes présentes sur le territoire français. Là, en l'espèce, la préfecture n'a pas pris le temps de répondre à votre demande en temps et en heure pour éviter de tomber dans une certaine précarité. Il y a lieu de le saisir et vu que il est assez souvent sollicité pour toute une panoplie de dossiers parce qu'il n'y a pas que la question des régularisations au séjour, il peut s'agir de discrimination, enfin plein de thématiques que j'éviterai de vous citer là en ce moment. Il y a lieu avant tout de pouvoir préciser de manière synthétique votre situation. Je vais faire une simulation de ce pas et transmettre par la même occasion. Juste un instant, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on t'entend. Ah, parfait. Oui, 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 parfait, hein, on t'entend. oui. C'est un sacré silence. Juste un instant, s'il vous plaît. Je recherche juste le lien de... Comme ça, on essaiera de faire une simulation tous ensemble. Partager. Ce qu'on va faire... Voilà.
voyez mon écran? Oui, oui. Parfait. Donc là, on est sur le site du Défenseur des droits. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, je prendrai la peine de rajouter le lien directement dans le chat une fois que j'aurai fini la présentation. Ce serait justement de venir juste ici, demander de l'aide. Vous cliquez simplement là. Et là, on vous explique brièvement le nombre d'experts qu'on a sur tout le territoire français. Et vous descendez beaucoup plus bas. Comment faire une demande au défenseur des droits? Plusieurs canaux sont possibles, notamment via un formulaire en ligne, via un courrier en bonne et due forme. Mais à mon sens, le process le plus rapide, c'est de justement avoir la possibilité de parler directement avec un délégué. Donc, un délégué, c'est une personne qui est considérée comme étant la matérialisation du défenseur des droits. Et cette personne-là est censée être une personne assez sachante juridiquement parlant, qui pourrait éventuellement effectuer des relances au niveau de la préfecture et justement insister pour qu'elle puisse à son niveau intervenir en temps et en heure et vous transmettre vos documents le plus tôt possible. Donc, une fois que vous avez cliqué sur saisir un référent, vous venez juste ici. L'idée, c'est de sélectionner votre département. En l'espèce, nous sommes dans le Rhône, donc 69 Rhône. Lancez la recherche. On est bon. Et donc là, par commune, vous avez justement toutes les sections du défenseur des droits. Même si vous habitez à Villeurbanne, rien ne vous empêche concrètement de saisir le défenseur des droits de Vaux-en-Velin, parce que justement, les permanences qui sont effectuées par ces fameux référents sont en fonction de leur disponibilité concrètement. Donc, en tant qu'étudiant, si vous avez cours du lundi au jeudi, que vos seules disponibilités, ce sont les vendredis après-midi, bien évidemment, vous essayez de cliquer là, vous avez les disponibilités des fameux référents. Donc là, sur Brignais, on a Julien Pelletier qui est disponible que le mardi en journée. En tant qu'étudiant, si c'est un créneau qui ne vous convient pas, vous essayez de scroller et justement trouver un référent qui a une disponibilité qui correspond au vôtre, tout simplement. On va aller simplement sur Lyon. Je prends par exemple Sylvain Veilas. Contacter. Là, c'est marqué contacter un délégué. Vous descendez juste en dessous et on vous demandera de sélectionner pourquoi exactement vous souhaitez échanger avec un délégué. Lorsqu'il est question de retard de traitement, de titre de séjour, de régularisation au séjour et tout ce qui s'ensuit, le motif à sélectionner, c'est celui-là, c'est le tout premier. C'est le tout premier. Est-ce que vous Donc, pouvez muter vos micros, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour éviter les nuisances. Merci. c'est le tout premier, comme je disais tantôt. Donc, j'ai un problème avec une administration ou un service public, ce qui est votre cas d'espèce. On a un problème avec la préfecture. Vous scrollez, il vous est demandé justement si vous avez déjà contacté un délégué du défenseur des droits concernant la même situation. Pourquoi cette question? Le but, c'est que on ne se retrouve pas à sélectionner 40 000 personnes pour le même objet. Concrètement, j'ai initié ma demande au 1er janvier 2025. J'ai toujours pas reçu mon titre de séjour, pas de récépissé, tout ce qui s'ensuit. Le bon sens voudrait que je n'ai pas à solliciter et le délégué de Vaux-en-Velin, et le délégué de Lyon 8, et le délégué de Lyon 7, parce que finalement, je me retrouve à leur donner plusieurs charges de travail pour le même objet. Et vu que ces mêmes personnes vont se tourner vers la même préfecture, puisqu'ils relèvent toutes, enfin, ils relèvent tous, autant pour moi, du même office, finalement, c'est à la fois une perte de temps et pour eux et pour nous, et en même temps, ça décrédibilise, sachant qu'il y a plein de personnes justement qui ont besoin de leur aide. Donc, le but, c'est de marquer là simplement non, puisqu'on n'est pas censé les avoir saisis au préalable. Et là, vous entrez simplement vos noms, prénoms, adresse mail, toute information classique, comme on le dit. Et dans l'aspect message, petite précision, il y a lieu d'être à la fois synthétique, mais aussi précis que possible. Concrètement, ça n'a pas de sens de venir faire le récit de quand est-ce que je suis arrivée en France avec mon numéro de visa et tout ce qui s'ensuit, alors qu'on est simplement sur un renouvellement de mon titre de séjour étudiant. J'ai juste à marquer mon numéro étudiant. Concrètement, je sous-signais Madame Majorlaine, euh, sollicite par la présente votre aide dans le cadre de ma demande de renouvellement de titre de séjour. Au 8 janvier, j'ai soumis à la préfecture du Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutes les pièces ont été transmises en temps et en heure. Aujourd'hui, soit 3 mois plus tard, je n'ai toujours pas de retour de leur part.
je me retrouve euh, en face de grosses difficultés, notamment par rapport à mon employeur. Parce que le but, c'est de résumer certaines situations, de mettre aussi en avant en quoi le retard accusé par la préfecture impacte ou serait potentiellement susceptible d'impacter votre situation personnelle en termes de droit. Donc, ce serait de préparer aussi un paragraphe où vous mettez en avant justement l'impact qu'a ce retard de traitement de votre dossier. Donc, exemple classique, si mon site il arrive à expiration, je perdrai mon travail. Sans mon travail, je n'ai pas de ressources financières pour me prendre en charge, ce qui impactera bien évidemment le paiement de mon loyer et tout ce qui s'ensuit. J'essaie d'être à la fois synthétique sans pour autant trop en faire. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est assez clair sur ce point-là? Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? N'hésitez pas à réagir dans le chat ou ouvrir vos Si vous micros. pouvez juste le préciser dans le chat, s'il vous plaît. Ou si c'est pas assez clair, je peux reprendre. Ok, super. Merci, Kwame. Les autres, est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à réagir. Vous êtes timide, hein, ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la fête? C'est la Pâques, ils ont trop mangé. Vous avez Oui, trop c'est très clair en mangé? soi. Ok, Parfait. super. Ok. C'est parfait. Je prendrai la peine de rajouter les liens tout à l'heure dans le chat. Et donc, normalement, en termes de process, une fois que le défenseur des droits, il est saisi et que dans votre mail de prise de contact, il voit bien les délais auxquels vous avez saisi la préfecture, les délais de transmission de toutes les pièces qui vous sont demandées, potentiellement l'impact que pourrait avoir ce retard de traitement sur votre situation, et vous mettez bien évidemment en avant le fait que vous avez quand même fait des relances auprès de votre agent instructeur, avec preuve à l'appui. Par preuve à l'appui, je l'entends, capture d'écran justement du mail que vous avez pu envoyer sur la plateforme ANEF ou la plateforme démarche simplifiée en fonction des cas. Là, en ce moment, il a toutes les pièces justement et il pourra, au bout de quelques semaines maximum, parce que généralement, au bout de 2 semaines, vous êtes censé recevoir au minimum un mail de sa part ou à défaut, un appel téléphonique pour pouvoir convenir ensemble d'un rendez-vous. Une fois que vous avez un retour du délégué, l'idée, c'est de vous rendre à ce fameux rendez-vous avec toutes les pièces justificatives. Donc, l'attestation de dépôt de votre demande de titre de séjour, les fameuses captures d'écran qui prouvent que vous avez quand même pris la peine de faire des relances à la préfecture au bout de 2 mois après le dépôt initial, et éventuellement toutes les pièces justificatives type certificat de scolarité pour les étudiants, enfin tout ce que vous avez comme justificatif et documents qui ont été transmis justement à la nef pour l'examen de votre droit au séjour. Vous les gardez tous dans une enveloppe et vous vous rendez au rendez-vous. Et après, en fonction de certains délégués, ils vont vous demander plus ou moins des documents complémentaires à voir. Voilà un tout petit peu. Généralement, une fois que le défenseur des droits entre dans la boucle, la préfecture prend la peine de se hâter un peu plus. Après, en fonction des cas, circonstances, contexte, ça peut arriver que malgré les relances et l'appui du défenseur des droits, vous n'ayez toujours pas de retour de la préfecture. Dans ces cas-là, euh, en moyenne, au bout de quelques semaines après la saisine du défenseur des droits, si la préfecture ne vous a toujours pas fait de retour, vous faites un point avec ce fameux délégué et vous pourrez éventuellement vous tourner vers le tribunal administratif. Très peu d'étudiants le savent, très peu de personnes tout simplement le savent, c'est que du moment où vous remplissez toutes les conditions au séjour, en fait, c'est un droit pour vous. Donc, il n'y a pas lieu. Donc, vous avez le droit de pouvoir simplement saisir le tribunal administratif pour un recours pour accéder au pouvoir contre le silence que l'administration a pu garder à votre égard, notamment concernant les délais déraisonnables des traitements de votre demande. Pour ce faire, vous devez nécessairement passer justement par les conseils d'un avocat, un avocat spécialisé en droit des étrangers. Sur ce point-là, vous avez juste à taper simplement sur Google avocat en droit des étrangers. Vous marquez simplement votre commune. Vous aurez toute une liste d'avocats qui sont spécialisés en droit des étrangers. Moi, ce que je recommande généralement, c'est de regarder aussi les avis de ces fameux avocats. Un avocat en droit des étrangers qui a 1,5 sur 5, bon, il y a un problème, il faut se poser les bonnes questions. Même si l'avis ne fait pas forcément foi, autant chercher un avocat qui a quelques témoignages en termes de rigueur, de suivi et de qualité justement
par rapport au traitement de ces dossiers. La difficulté sur ce point-là, c'est que beaucoup de personnes, quand elles entendent avocat, elles se disent forcément, je vais devoir débourser énormément d'argent, ça va me coûter beaucoup trop de sous, revenus qu'on n'a pas, vu qu'on est étudiant. Et là, j'ai une petite bonne nouvelle à vous donner. C'est que concrètement, vous avez ce qu'on appelle le droit à une aide juridictionnelle. Concrètement, l'aide juridictionnelle, c'est un dispositif étatique en vertu duquel, lorsque vous n'avez pas un certain seuil de revenus, vous avez le droit justement de bénéficier de la prise en charge, soit partielle, soit totale, de vos frais de justice. Le barème à cette heure, il est fixé à 19 290 euros. Donc concrètement, vous prenez votre avis d'imposition. Je crois que c'est sur la première page, c'est marqué revenu fiscal de référence. Donc vous voyez bien le montant de ce revenu fiscal de référence. Si vous avez moins de 19 290, concrètement, vous pourrez bénéficier justement de cette aide juridictionnelle. Donc concrètement, il y a trois taux, trois niveaux de revenus qui sont classifiés. On a des personnes qui sont fixées entre 15 203 et 19 290 euros. Ces personnes-là bénéficient d'un taux de prise en charge de 25%. Les personnes qui ont un revenu fixé entre 12 862 et 15 203, elles bénéficient de 55% en termes de taux de prise en charge. Et pour toutes les personnes dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 12 800 euros, vous avez 100% du taux de prise en charge. Par 100% de taux de prise en charge, j'entends par là, vous sélectionnez votre avocat dès le premier rendez-vous. Pour lui présenter votre situation, bien évidemment, il vous demandera de payer les frais d'une consultation. Là, en moyenne, sur Lyon, pour les consultations avec un avocat en droit des étrangers, on est entre 80 et 95 euros la session. Donc, vous n'aurez qu'à payer 80 ou 95 euros la séance. Et pendant ce fameux rendez-vous, vous lui dites clairement, je n'ai pas assez de revenus. Je sais que j'ai droit à l'aide juridictionnelle, je souhaiterais en bénéficier. Est-ce que vous auriez un formulaire à me faire remplir? Donc, bien évidemment, il vous demandera des justificatifs car, comme je vous le disais tantôt, le barème, il est fixé en fonction de vos revenus fiscaux de référence. Donc, éventuellement, vos fiches de paie ou vos avis d'imposition et tout ça pourront vous être demandés pour faire court. Tout ça pour vous faire savoir que concrètement, recourir à un avocat spécialiste en droit des étrangers ne vous coûtera pas forcément de l'argent. Je suis qu'en tant qu'étudiant, il y a très peu de chances que vous ayez au-delà de 14 000 euros. Donc, généralement, ça passe tout le temps. Voilà un tout petit peu. Après, dans ce type de contexte, en fonction du délai d'expiration de votre titre de séjour ou des enjeux en cause, votre avocat peut demander des procédures des référés, ce qui suppose un traitement assez rapide de votre demande ou même simplement une prise à tâche directement avec la préfecture qui devra justement sur ce point-là être un peu plus réactive, comme on le dit. Voilà un tout petit peu pour ce qui est des leviers dont vous disposez en matière de délai de traitement un peu trop long pour éviter justement de tomber dans la précarité. En dernière partie, comme je le disais tantôt, l'idée c'est de voir quelques conseils pratiques. Donc, premier conseil que je donnerais, c'est d'entamer toutes les démarches de renouvellement en moyenne 4 mois avant l'expiration du titre, comme je le disais tantôt. Deuxième point, s'assurer que votre dossier il est complet. Troisième point, ne surtout pas attendre l'expiration de votre titre pour s'alarmer. C'est ça la grosse difficulté, c'est que beaucoup de personnes attendent d'être à 2 semaines de l'expiration de leur titre de séjour avant de pouvoir commencer à chercher quels sont les leviers dont elles disposent. Sauf que, à 2 semaines près, entre les délais de saisine du référent déontologue ou encore de la prise d'attache avec l'ANEF sur la plateforme des maths, vous perdez énormément de temps et vous risquez de plus en plus justement de tomber dans cette précarité administrative qui bien évidemment aura un impact sur votre santé financière, santé mentale, émotionnelle et votre vie de manière générale. Quatrième point, c'est d'être super réactif. Par réactif, j'entends, lorsque vous êtes en attente d'un retour de la préfecture, le bon sens voudrait que vous vous imposiez la discipline de vous connecter minimum 2 fois dans la semaine pour essayer de voir si éventuellement vous n'avez pas reçu des demandes de complément de dossier. Parce que entre les spams et tout ce qui s'ensuit, ça peut arriver qu'une demande de complément de dossier vous soit effectuée, vous recevez la notification sur votre boîte mail, sauf que si ça passe dans votre spam, vous n'en avez pas forcément connaissance. Alors que si vous avez le réflexe de vous connecter régulièrement sur ces fameuses plateformes-là, bien évidemment, vous verrez le message de votre agent instructeur. Autre élément, c'est de conserver toutes les preuves des démarches que vous effectuez. Concrètement,
tant que vous n'avez pas votre titre de séjour en main, que ce soit l'attestation de dépôt de votre demande, les fameux messages de relance que vous envoyez sur l'ANEF, les accusés de réception, les fameux mails que vous faites à leur attention, potentiellement vos échanges avec le défenseur des droits, toutes les captures d'écran, il faut impérativement les garder et les sauvegarder dans un dossier. L'idée, c'est de justement avoir des preuves dans l'hypothèse d'un potentiel recours au niveau du tribunal administratif si jamais la préfecture s'entête à traîner dans le traitement de votre dossier. Voilà un tout petit peu. Et dernier point, ce serait justement de garder une attitude positive, comme on dit. Voilà un tout petit peu. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Est-ce que vous auriez éventuellement des questions ou des situations particulières à soumettre, s'il vous plaît? Je vais de ce pas mettre dans le chat le lien de saisine du défenseur des droits et je suis à votre écoute. Merci Marjolaine. C'était vraiment très intéressant. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ta présentation très, très, très riche. Alors, on a déjà une question dans le chat. Euh, Une alors, manière de dire je suis votre serviteur. En mars 2015, il se rend à Naples. Claude, oui, c'est bon, merci. Alors, la question dit, j'ai eu un OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français suite à une demande d'APS. L'APS, qui est l'autorisation provisoire de séjour. Je l'explique pour les autres, du coup. J'ai contesté la décision, j'ai reçu un refus pour motif que la préfecture n'est pas obligée de me délivrer un titre de séjour alors que j'ai pas fait la demande. Je souhaite savoir si je peux refaire une autre demande avant l'expiration de l'OQTF, sachant que j'ai eu l'OQTF en avril 2024. D'accord. Euh, Est-ce que la personne est dans le chat ou c'est une question qui a été reçue par mail? Je pose la question pour savoir concrètement Elle le est dans le motif de la chat. demande initiale du titre de séjour. Elle est dans le chat. Est-ce qu'elle veut bien, enfin, j'ai reçu la question en privé, donc est-ce qu'elle veut bien ouvrir son micro pour en parler, sinon Ou répondre? simplement justement envoyer en privé à Théophilia le motif initial de votre demande de titre de séjour qui a fait l'objet justement de cette OQTF postérieure. Une demande d'APS, elle a dit. Une demande d'APS, ok, autant pour moi, j'avais pas compris. D'accord. Et c'était quoi le motif justement de ce refus-là? Ils ont mis pour motif, alors non, j'ai pas le détail du refus, mais en tout cas, quand elle a contesté le refus, ils ont répondu qu'ils n'étaient pas obligés de lui délivrer un titre de séjour travailleur. Ça dépend justement du motif de refus. Motif. Donc, ce que je propose, c'est que cette personne-là, le temps qu'on fasse le tour d'autres questions, qu'elle prenne la peine de faire un message privé, justement à Théophilia, donnant un peu plus de détails, nous permettant ainsi de pouvoir analyser au mieux sa situation. Mais sur le principe, c'est vrai que si son OQTF a été transmise, tu m'avais dit quel mois 2024, pardon? Avril 2024, donc ça fait un... Avril 2024, là on est en avril, ça fait pile poil un an. Donc normalement, l'OQTF, dans la pratique, n'est plus mise en place au bout de 18 mois. Donc si elle a contesté l'OQTF et qu'elle a quand même reçu un refus, c'est vrai que c'est déconseillé d'initier aussitôt, avant l'expiration de ces 18 mois, en tout cas une autre demande de titre de séjour, sur le principe. Après, bon, à voir en fonction des cas et tout ce qui s'ensuit. Ok, très bien, merci Marjolaine. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les noter dans le chat. Alors, j'aimerais juste savoir si c'est possible de prendre directement la parole ou pas. Oui, oui, bien sûr. Peux, tu peux juste nous dire ton prénom et puis poser Voilà, ta... pour les prises de parole, vous n'avez qu'à lever les mains via l'outil directement, et puis Théophilia s'occupera d'adresser à chacun la parole au fur et à mesure. Donc, quand vous prenez la parole, rappelez un peu votre situation. D'abord le prénom, s'il vous plaît. Rappelez la situation, et puis vous pouvez aller directement à la question. Merci. D'accord. Là, je peux commencer en même temps où je dois respecter les protocoles de lever la main et tout. Non, vas-y. Vas-y. Ok, merci. Moi, je m'appelle Afantoyo Avocat.
Je suis juriste également. Alors, j'avais pas du tout suivi la présentation depuis le début, donc je ne sais pas si la question que je vais poser, elle a été déjà répondue ou pas. Alors, j'aimerais savoir à partir de quel moment exactement, après la demande de renouvellement, on peut considérer que la préfecture est en retard. C'est-à-dire, il me reste par exemple un mois pour l'expiration de mon titre de séjour, donc je fais la demande. Alors, dans le délai, je l'ai fait bon, 4 mois ou 2 mois ou 3 mois avant. Donc, à partir de quel moment je vais commencer par dire que la préfecture est en retard? Est-ce à l'expiration de mon titre de séjour ou quelques jours après l'expiration de mon titre de séjour? Le retard de la préfecture dans le traitement de votre demande c'est pas directement, enfin, c'est lié certes à la date d'expiration de votre titre de séjour, mais le point d'entrée à apprécier, c'est par rapport à la date de dépôt initiale. Comme je disais tantôt, moi, j'ai pour logique de dire deux. Enfin, on dépose 4 mois avant dans l'idéal. Au bout de 2 mois, juridiquement parlant, lorsque vous faites une demande à une administration, elle est censée vous faire une réponse au bout de 2 mois. Pas de réponse au bout de 2 mois, vous pouvez enclencher toutes les démarches que j'ai évoquées tantôt, à savoir des recours préalables via le défenseur des droits, éventuellement des saisines sur la nef à titre de relance ou sur la plateforme démarches simplifiées en fonction des situations à voir. Et justement, quand ces recours-là n'ont pas forcément abouti, là, vous pourrez justement passer à la sphère contentieuse. C'est formellement déconseillé justement d'attendre l'expiration de votre titre de séjour avant d'enclencher une quelconque démarche. Je ne sais pas si j'ai été claire, Yaovi. Oui, vous avez été clair, merci beaucoup. J'aimerais en fait faire une précision, pardon. Au niveau de là, vous avez parlé de recours devant le juge administratif. Justement, vous avez parlé d'avocat, c'est l'idéal. Mais j'aimerais également ajouter qu'en réalité, on peut exercer ce recours-là devant le juge administratif sans faire appel au service d'un avocat. C'était D'accord. juste ça. Et surtout, ça sera par télérecours et c'est C'est en vrai que ligne. c'est possible, mais la difficulté, c'est que les personnes ne sont pas assez renseignées sur comment monter un dossier juridiquement solide. C'est ça la grosse difficulté, c'est qu'on est face à des personnes qui n'ont pas forcément la plénitude de la connaissance en matière de leurs droits. Donc, ce serait difficile de lui dire, va sur télérecours, tu crées un accès, tu fais simplement un Bon, message vite fait. moi, personnellement, les gens qui me posent des questions, en fait, quand je leur marche, quand je leur explique un peu juste comment est-ce que ça marche, très souvent, ils s'en sortent parce que c'est juste pas une simple requête où tu expliques tout, tu mobilises les éléments de preuve bien, voilà, photo bien prise et tout. Et une fois que la préfecture est contactée, dans la majorité des cas, la préfecture réagit tout de suite pour donner quand même un rendez-vous ou délivrer justement l'attestation de prolongation. Alors, je ne sais pas si vous l'avez également dit, mais quand on a l'attestation de prolongation et qu'à l'expiration justement de l'attestation, si, en tout cas, si l'administration répond 3 mois après, et si l'administration ne dit plus rien, je pense que très souvent, ou à partir du jour de la demande, on considère ça comme refus implicite. Donc, si on est également dans ce J'ai pas cas-là, abordé, pardon, vous avez déjà parlé de ça? j'ai pas abordé cet aspect-là, Ouais, ok. mais c'est vrai que c'est 2 mois, c'est pas 3 mois. Juridiquement parlant, c'est 2 mois en cas de silence qu'on intervient. Après, la difficulté, c'est que l'appréciation du juge administratif, comme, enfin, c'est marqué, il y a aussi avocat, donc je pense que vous êtes juriste, c'est que c'est des appréciations in concreto. Oui, Le oui. juge administratif, dans sa rigueur en termes d'application de la loi, va tenir compte des réalités actuelles. C'est pour ça que j'ai commencé par poser le cas dans le Rhône, c'est que de toute évidence, les délais de traitement aujourd'hui, en 2 mois, c'est quasi impossible justement d'avoir un retour. C'est à peu près en moyenne au bout de 3 mois. D'où la nécessité justement d'anticiper les démarches. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 mois, oui, on peut faire un recours direct au juge administratif, mais il ne pourra pas être aussi rigoureux qu'il le serait s'il sait qu'on a quand même pris la peine, déjà d'une, d'anticiper la démarche, de pouvoir justement passer par d'autres process, histoire de témoigner de notre bonne foi vis-à-vis de la préfecture et tout ce qui s'ensuit, mais bon, c'est bien noté. Oui, ce que je voulais plutôt indiquer à ce niveau, c'est pour dire que si jamais on est dans ce cas, en fait, sur le plan procédural, il faut envoyer en fait une lettre à la préfecture avec accusé de réception pour demander l'explication, les motifs en fait de ce refus implicite.
Voilà, puisque là, en fait, voilà, il y a un article qui dit justement qu'on a un mois pour demander cela. Et quand la préfecture n'a rien dit, là, quand on saisit le juge administratif, généralement, le juge administratif annule la décision du préfet parce qu'il n'y a pas de motif, justement. Justement, donc, enfin, on va partir en termes de délai. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites enfin, vous avez dit tout à l'heure. C'est que vous avez dit, vous considérez qu'il faut 3 mois après le dépôt de la demande. Après les 3 mois, faire un courrier à la préfecture et Non, attendre un deux, mois. 2 mois, vous avez Oui, rectifié. moi j'ai dit 2 mois, mais je reviens Oui, sur vos propos à vous ok, ok. pour des calculs en termes de délai et de gain de temps surtout. Parce que le but, c'est d'optimiser justement les démarches pour éviter autant que faire se peut de tomber dans la précarité administrative. Donc, vous Mhm. avez dit 3 mois justement après le dépôt de la demande, plus compter un mois après l'envoi du courrier, on est déjà à 4 mois de perdu. Sachant que moi, le but, c'était justement d'optimiser le process. Donc, 2 mois après le dépôt de la demande, on commence par des recours amiables avant de pouvoir monter au créneau. Et justement, en moins de 4 mois, comme je l'ai démontré tout à l'heure, normalement, c'est bon, c'est bouclé, Oui, comme on oui, dit. non, c'est une belle stratégie, je suis parfaitement d'accord. Moi, je le disais à titre informatif pour les gens qui seraient peut-être actuellement dans le cas, puisqu'il y a certains qui ne le savent pas, Mmh, qui gardent le silence, et c'est mmh. quand ça devient compliqué qu'ils demandent les conseils ou qu'ils sollicitent les aides, et là, C'est c'est vrai. beaucoup plus compliqué. Moi-même, je n'ai pas compris la question de notre, en fait, comment je vais dire, du participant pardon, qui a Oui. reçu, oui, qui a reçu en fait l'OQTF, mais à moins que je ne me trompe, hein, l'APS en réalité, on ne refuse pas, on ne refuse pas l'APS, surtout On peut quand. refuser l'APS si le dossier il est mal monté. On peut Oui, bon, refuser si c'est l'APS oui, si la demande a été transmise de manière tardive et que la personne ne remplit pas toutes les conditions. C'est pour ça justement que j'ai demandé à ce qu'on remonte initialement sur le motif initial de ce refus-là afin de pouvoir cadrer ah, au mieux sa situation. Mais je vous remercie, Yaovi. je vous en prie, merci. Merci Yovi. Justement pour rebondir sur la question de tout à l'heure concernant l'APS, donc on a le retour de la concernée. Elle explique qu'elle avait trouvé un travail à la fin de son bachelor. Donc elle pensait que son diplôme était une licence professionnelle, d'où la demande de l'APS. Sauf que le motif de la préfecture était que le diplôme n'était pas une licence professionnelle, donc elle ne pouvait pas obtenir Ah, le permis. bah voilà, donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'ils sont fondés à refuser. Parce que Ouais. normalement, pour l'APS, c'est soit une licence pro, soit justement un master qui est reconnu et tout ce qui s'ensuit. Et si on n'est pas dans ce cas-là, c'est pas un droit justement pour la personne demandeuse. Et donc, sur le principe, je reviens à ma réponse initiale. En termes de perspective, comme je le disais tantôt, c'est vrai que c'est pas forcément intelligent en à peine un an après l'OQTF de pouvoir réinitier une autre demande de titre de séjour. Généralement, les gens attendent à peu près 18 mois parce qu'on estime que dans la pratique, c'est plus forcément applicable. Après, bon, dans la réalité, c'est autre chose, mais c'est vrai que ils sont un peu moins rigoureux quand on dépasse les 18 mois. Comme ça, éventuellement, elle peut passer par une demande d'admission exceptionnelle au séjour en fonction de si elle se retrouve en l'espèce avec une promesse d'embauche. Comme ça, elle passe par le travail, potentiellement vie privée familiale en fonction de ses réalités. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, Marjolaine. J'ai une autre question. J'ai une main levée. On prend juste la main levée et j'ai une autre question dans le chat. Dodi, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. N'oublie pas de te présenter. Bonsoir. Hello. Vous m'entendez? Oui, oui, Parfaitement. Bonsoir. Du coup, moi, je m'appelle Dodi. Alors, mon statut est le suivant. J'ai un titre de séjour étudiant qui termine en 2026. Et actuellement, je suis en alternance en informatique dans une entreprise qui termine en septembre. Et en juin, j'ai un entretien avec mon manager pour savoir ce que je vais faire par la suite. Et il y a de fortes chances qu'on me prenne en CDI pour septembre. Du coup, moi, ma question, c'est si je suis accepté en CDI, comment je fais au niveau de mon statut étudiant? Est-ce que je dois faire une demande pour passer en CDI? Est-ce que ça va mettre du temps ou j'ai besoin d'informations en fait sur ça. D'accord. Merci. Dozy, j'aurais juste une question, s'il vous plaît. C'est concrètement en septembre, c'est 2025, vous dites? Oui, 2025, oui, parce que je suis en Septembre master 2 en 2025, fait. c'est justement votre niveau d'études que je m'apprêtais à demander. Alors, sur ce D'accord. point-là, concrètement, vous faites simplement une demande de changement de statut.
Première étape, vous faites votre point avec votre responsable. Ils vous font envoyer du forme, une promesse d'embauche, tout ce qui s'ensuit. Mhm. Ils peuvent initier une demande d'autorisation de travail. Je veux dire concrètement, c'est parce que vous avez un titre de séjour qui expire en 2026. Si vous avez rempli les conditions de diplôme, opposabilité d'emploi et tout ce qui s'ensuit, votre employeur a juste à faire une demande d'autorisation de travail. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe, sinon n'hésitez pas à me le dire pour que j'essaie de vous résumer vite fait la procédure. Une fois qu'il effectue la demande d'autorisation de travail, vous recevez justement votre autorisation de travail, autrement dit votre AT. Et avec cet AT-là, vous allez juste voir la préfecture en leur disant, voici mon contrat de travail, voici ma promesse d'embauche, voici l'autorisation de travail que vous m'avez demandé. Après, bon, sur l'autorisation de travail, la préfecture prend la peine d'apprécier la compatibilité entre le poste qui vous sera proposé, le salaire éventuellement sur le principe. On parle d'un salaire égal à minimum 1,5 le SMIC. Mhm. Est-ce que c'est votre cas ou pas à voir? Après, dans la pratique, c'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes qui ont pu avoir leur AT alors qu'elles n'atteignaient pas forcément ce montant-là. Et voilà un tout petit peu, bon, tout ce qui est documents classiques, hein, documents justificatifs de votre domicile, de votre situation précédente. Et vous avez juste à monter un dossier justement de changement de statut au niveau de la préfecture. Comme ça, vous passez simplement d'étudiant à salarié ou travailleur temporaire en fonction du type de contrat qui vous sera proposé. Ok, merci beaucoup. Pas de quoi. Alors, j'ai une autre question dans le chat. Donc, la personne souhaite aussi rester anonyme et s'excuse déjà parce qu'elle n'a pas suivi depuis le début. Alors, elle nous dit, j'avais fait ma demande de renouvellement de titre de séjour étudiant en juin et j'ai eu une décision favorable, mais le timbre est de 225 euros, ce qui normalement correspond à un titre de 2 ans et plus. Mais je n'ai reçu que 1 an et 9 mois. J'aimerais comprendre ça. Aussi, j'essaie de prendre un rendez-vous pour aller le récupérer, mais à chaque fois que je vais sur le site, il n'y a pas de créneau. Pourriez-vous m'aider? Sur le premier point, c'est qu'un titre de séjour de 1 an et 9 mois, la préfecture considère que c'est un titre de séjour de 2 ans. C'est triste de le dire, hein. Pour eux, 1 an, c'est de septembre à septembre et c'est tout. Mais si on part de septembre à plus de 1 an et demi, pour eux, c'est 2 ans. Donc, c'est ce qui justifie justement le montant de 225 euros. Après, concernant la question des rendez-vous, comme je le disais tantôt, une fois que vous vous rendez sur le site de la préfecture, elle va prendre la peine de vous préciser la prochaine date à laquelle elle mettra en ligne des créneaux de disponibilité. Comme je le disais tantôt, si la préfecture vous dit que les prochains créneaux pour les retraits de titre de séjour seront publiés au 25 avril 2025, moi je vous conseillerais de ne pas attendre le 25 avril à 9 heures pour vous connecter. Essayez de le faire 3-4 jours avant. De ce que j'ai pu remarquer, elle met tout le temps les créneaux de rendez-vous bien avant la date qu'elle indique sur la plateforme. Après, l'idée, c'est de revenir de manière récurrente, ne pas y aller qu'une fois, aller 2, 3 fois justement pour être sûr de pouvoir trouver un rendez-vous. Voilà un tout petit peu. Merci, Marjolaine. On a d'autres questions qu'on avait reçues du coup en amont. Quelqu'un nous demande concrètement qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un OQTF. Concrètement, quand on reçoit un OQTF, c'est beaucoup, beaucoup de réactivité. Dès que l'OQTF est reçu, c'est de justement effectuer un recours. Donc, passer directement par un conseil d'avocat, donc comme je le disais tantôt, spécialisé en droit des étrangers. Si jamais vous ne savez pas forcément comment en trouver un et un bon, n'hésitez pas à nous le préciser, mais je vais éviter de m'attarder dessus. Donc, vous allez le voir dès que vous recevez l'OQTF. Et justement, il essaie d'enclencher les procédures de contestation au plus vite. L'idée, c'est de ne pas aller au-delà des 72 heures, après quoi, justement, cet OQTF devient applicable. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué de rattraper le tir, comme on dit. Ok. Donc, si vous estimez que vous êtes dans une situation assez sensible, moi, ce que je recommande, c'est dès que vous recevez des courriers avec accusé de réception, vu que c'est généralement comme ça qu'on transmet les OQTF, c'est de vous assurer que vous avez déjà un avocat sous le coude vers lequel vous pourriez potentiellement vous tourner si besoin, avant d'aller effectuer le retrait justement de cette fameuse OQTF. Et dès que vous l'avez, vous essayez directement de prendre attache avec lui. Très bien. Une autre question, quelle est la différence entre un visa long séjour et une carte de séjour?
Le visa long séjour, c'est généralement le premier permis de séjour, entre guillemets, comme on dit. Vous venez d'un pays étranger pour accéder en France pour les études. Généralement, c'est un visa long qu'on vous donne de 1 an. Après, bon, en fonction des pays, ça peut légèrement varier, mais la plupart du temps, c'est 1 an. Donc ça, c'est un visa long séjour au motif des études. Et justement, une carte de séjour, c'est justement une fois que vous intégrez le territoire français, vous faites valider votre visa long séjour en ligne la plupart du temps. Une fois que c'est fait, à l'expiration de ce fameux visa long séjour, vous devez justement faire une demande de titre de séjour en bonne et due forme. Donc, beaucoup de documents vous seront demandés en termes de justificatif de votre scolarité, justificatif de domicile, justificatif de ressources suffisantes. Donc, vous aurez sur le site de la préfecture toute une liste de documents à produire. Et une fois que vous remplissez toutes les conditions, là, la préfecture s'engage à vous donner désormais une carte de séjour. Donc, pour faire court, j'ai envie de dire, le visa long séjour, c'est un préalable à l'attribution d'une carte de séjour. Ok. Une autre question, est-ce qu'on peut travailler avec un visa étudiant? Si oui, combien d'heures? On peut travailler avec un visa étudiant. Le CESEDA le dit clairement, c'est que même sur le titre de séjour étudiant, c'est marqué, hein. On a le droit de travailler 964 heures à l'année. Je pense que ça fait 18 heures par semaine à peu près, entre 18 heures et 20 heures par semaine. Donc si vous allez au-delà de ces 18 heures, 20 heures à la semaine, là oui, vous tombez un tout petit peu dans l'irrégularité. Sinon, tant que vous respectez ce laps de temps, il n'y a pas de difficulté. Petite précision, c'est que certaines personnes, enfin certaines structures, je sais que ne permettent pas de signer des contrats de... Je crois que le McDo, il fait ça. Il ne signe pas plus de 20 heures. Après, il y en a d'autres qui sont prêtes à vous signer des contrats de, par exemple, seulement 10 heures en année scolaire, mais en été, ils vous font des contrats de 35 heures. Tant que vous restez dans l'équilibre des 964 heures, vous êtes bon légalement parlant. C'est ça la limite qui est fixée par la loi. Ok. Question suivante, comment faire si mon titre de séjour expire alors que je pars en voyage? Ça dépend du délai pendant lequel il expire. Concrètement, mon titre de séjour, il expire dans 1 mois. J'estime que je pars en voyage dans 2 semaines. Le bon sens voudrait que je puisse prendre attache avec la préfecture le plus tôt possible pour obtenir mon récépissé. Donc, si on revient à la logique initiale des demandes de renouvellement de titre de séjour, si la demande a été initiée 4 mois avant la date d'expiration, dans les fameuses relances que vous faites à la préfecture ou à la l'ANEF, ce serait justement de leur préciser qu'au 21 avril 2024, j'ai un impératif familial qui m'oblige à partir. Pourriez-vous me valider ma demande vu que mon dossier est complet afin que je puisse facilement sortir du territoire? Ça, c'est une alternative. Ou si justement vous échangez avec le défenseur des droits, lui, il peut justement faire un appui en ce sens. Par contre, s'il parle d'expiration par rapport à un récépissé, parce que c'est vrai que par abus de langage, certains, lorsqu'ils ont un récépissé qui arrive à expiration, ils considèrent que leur titre arrive à expiration, ce qui pragmatiquement est vrai et logique. Dans ces cas-là, ce qu'il peut faire, c'est d'effectuer une demande justement de renouvellement de récépissé au plus tôt, comme je le disais tantôt. Après, sur le Rhône, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas censé pouvoir faire cette demande avant 30 jours qui précèdent l'expiration de ce fameux récep. Ok. Merci beaucoup, Marjolaine. Ce sera tout pour les questions qu'on a reçues avant ce temps par mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes qui sont éventuellement arrivées il n'y a pas très longtemps souhaiteraient poser d'autres questions ou pas du tout? Je n'ai rien reçu de nouveau dans le chat. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever la main pour la poser directement. Saisissez l'opportunité, vraiment. On n'est pas sûr Là, il d'avoir... y a Yaovi qui... Je suis désolée, Théophilia, je t'ai coupé la parole. Il y a Vas-y. Yaovi qui dit justement dans le chat que pour l'autorisation de travail, si l'employeur n'a pas le temps de le faire par hasard, le futur salarié peut le faire directement à la demande et sur procuration. Il a parfaitement raison sur ce point-là. C'est une possibilité qui est donnée, mais c'est vrai que dans la pratique, il est beaucoup plus facile que la préfecture adhère à la demande quand la demande est faite directement par l'employeur. Après, ça peut être important de revenir dessus dans la mesure où beaucoup d'employeurs ne sont pas forcément formés ni renseignés aux droits des étrangers.
Donc, ça peut arriver que vous tombiez sur un employeur qui ne sait pas, lui non plus, comment entamer les démarches pour la demande d'autorisation de travail, d'où la nécessité pour vous, en tant que personne concernée, de pouvoir vous renseigner justement sur les procédures à suivre. Pour faire court, je vais vous faire un petit... Ça va prendre 2 minutes. Je vais vous montrer vite fait, pour ceux qui ne le savent pas, comme ça au moins vous saurez partager mon écran. Juste un instant, s'il vous plaît. Tac. Voilà, parfait. Donc, pour une personne qui souhaiterait savoir comment effectuer une demande d'autorisation de travail, vous allez juste sur Administration, étranger. Tac. Et voilà. Donc, vous arrivez normalement sur cette plateforme. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'ai Oui. peur qu'il y ait un bug. Ah, c'est bon? Merci. Donc, vous cliquez simplement là sur se connecter et après, vous vous êtes connecté, vous cliquez là. C'est marqué demander une autorisation de travail. Là, j'ai pas envie de me connecter pour pas mettre mes accès, mais vous cliquez simplement là, demander une autorisation de travail. Je sollicite une autorisation de travail, ce qui est votre cas d'espèce. Et là, vous avez je suis une entreprise, une association ou un employeur particulier ou je suis un étudiant. L'onglet je suis un étudiant, c'est l'option dont on parlait tout à l'heure, justement, il y a Ovi. Mais comme je disais tantôt, ça peut se faire, mais c'est pas la pratique la plus conseillée. Il est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique que ce soit à votre employeur, donc la personne qui semble décider à vous retenir dans son entreprise, de faire les démarches. Donc, vous avez juste à cliquer là, je suis une entreprise, vous cliquez sur je continue, et là, on vous fait un débrief de la situation, tout ce qui s'ensuit. Là, vous aurez toutes les pièces justificatives que vous devrez préparer. Je le précise parce qu'il est important. Si vous êtes en pourparlers avec une entreprise qui ne sait pas forcément comment faire cette démarche, vous devez de lui télécharger toutes les pièces justificatives pour qu'elle prépare un dossier et vous vous proposez justement de l'accompagner dans le cadre de cette démarche. Concrètement, vous lui transmettez cette liste de pièces justificatives. Elle réunit tout ce qui est cotisation URSSAF et tout ce qui s'ensuit, publication de l'offre sur les plateformes reconnues, euh, PV de commission, enfin, toute la documentation qui vous sera demandée juste ici. Et vous pourrez justement, une fois que ça a été classifié avec votre employeur, créer un compte. Et justement, vous avez juste à entrer et télécharger les fameux documents afin d'être sûr qu'en une fois, en une seule session, justement, le document il a été soumis de manière complète. Voilà un tout petit peu. Après quoi, vous cliquez sur Je commence. Et là, on vous demandera de créer un compte, de créer des accès, d'entrer certaines informations, notamment par rapport aux conditions de revenus, aux conditions de diplôme, euh, à la particularité de votre dossier, justement, qui pourrait justifier la sélection de votre profil et pas un autre. Merci Marjolaine pour ces précisions. J'ai une autre question de Daniel qui nous demande quels sont les justificatifs de ressources qui sont valables. Les justificatifs de ressources pour les demandes de titre de séjour étudiant, généralement, ce sont justement soit vos fiches de paye, si vous avez un job étudiant sur le territoire français, qui mettent en avant que vous disposez à minima de 615 € dans l'hypothèse où vous ne bénéficiez pas d'un hébergement gratuit. Si jamais vous êtes hébergé par une connaissance, il faut juste avoir un justificatif de ressources de la moitié du montant, donc 310 € approximativement, ça devrait suffire. Deuxième option, certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la preuve d'une traçabilité de virements internationaux, parce que c'est soit vous avez vos fiches de paie, soit vous recevez des virements de la part de vos parents dans les 3 mois qui ont précédé la date du dépôt de votre demande de renouvellement. Donc, si vous avez justement des traces de ces virements-là, vous avez juste à transmettre vos relevés bancaires. Vous stabilotez bien en évidence, je ne sais pas moi, au 1er janvier, j'ai reçu 615 €. Au 1er février, 615 €. Comme ça, tout est en évidence. Ça leur évite de chercher toutes les lignes. Ou, dernière option, si vous n'êtes pas dans l'un ou l'autre de ces cas-là, pardon, désolé, j'ai été déconcentrée par une question. C'est que, dernière option, si vous n'êtes pas dans l'un ou l'autre de ces cas-là, vous pouvez simplement prouver que vous avez reçu justement les sommes qui vous sont demandées, donc comme je disais tantôt 615 € si vous êtes sans logement, enfin sans hébergement, ou 315 € si vous êtes hébergé à titre gratuit,
Vous pouvez justement prouver tout ce qui est reçu de réception par Western Union, RIA, MoneyGram, tout ce qui est transmission de monnaie par les mécanismes classiques qu'on connaît entre l'Afrique et l'Europe. Ok, super. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Nous clôturons à 21h05 maximum. Donc, c'est maintenant, si vous avez d'autres questions. On a Euh, dit, il y a Os qui a écrit en commentaire. Cette personne souhaiterait en tout cas savoir comment il est possible de rentrer en contact avec nous. Vous avez simplement à faire un mail à l'adresse Your Season et vous décrivez simplement votre situation, vous mettez vos différents contacts, adresse mail, un numéro de téléphone, et on prendra attache avec vous directement. je vous ai mis le mail dans le chat. Os, le mail, il est bien noté sur le dernier message du chat. Euh, on a... Super. On a Yovi qui nous disait pour les cas où, sans les 1,5 du SMIC, on donne l'autorisation métier en tension. La liste pour Rhône est publiée et aussi pour les boulots dans la fonction publique. Merci Yovi pour ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Espoir, j'aimerais intervenir. Je te laisse ouvrir ton micro, Espoir, et te présenter et poser ta question. Est-ce que Espoir est là? Je pense qu'on a perdu Espoir. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir ou éventuellement une autre question? On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose de ton côté, Marjolaine, s'il te plaît? Non, 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 je n'ai plus grand-chose à rajouter, juste un conseil, essayez au maximum d'anticiper vos démarches. Ok. Merci à toi, Marjolaine. Est-ce qu'on a réussi à avoir espoir? Elle dit qu'elle est là, mais elle essaie de parler, mais ça ne marche pas. En fait, ton micro, il est fermé. Il faudrait que tu ouvres ton micro. Parce que moi, je vois ton micro comme étant fermé. Sinon, tu peux mettre ta question dans le chat directement. Ok. Euh, Une autre question en attendant qu'Espoir puisse nous transmettre sa question. Marjolaine, comment demander un titre de séjour si on n'a aucun revenu ou capacité de prouver un revenu? Soit? Ah, Oui, Espoir, on t'entend. on Ah, t'entend. d'accord. J'espère que vous allez bien et merci pour cette formation, c'est très utile. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé de titre de séjour bon, ouais, compétent un visa long séjour. Et donc, une fois arrivé sur le territoire français, il va falloir valider sur la plateforme, c'est ça? Et donc, après une validation, il va falloir demander un titre de séjour, si j'ai bien saisi ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Au cas où il y a une validation, vous avez validé et que vous n'avez pas demandé, est-ce que cela pourrait causer, voilà, un souci? J'ai pas compris votre question, je vous avoue. Vous êtes arrivé sur le sol français et que Oui. vous avez validé votre visa en ligne et que vous n'avez pas demandé votre titre de séjour. Est-ce que cela pourrait vous causer un préjudice? En toute honnêteté, j'ai envie de dire, ça dépend peut-être de votre pays d'origine. Mais la plupart des pays, en tout cas, moi, je sais que de tous les visas étudiants que j'ai pu voir passer, c'est toujours justement demander à la fin de faire valider cela une fois sur le territoire. Après, c'est Oui. vrai que je peux pas vous dire que j'ai vu tous les visas de tous les pays, mais sur le principe, il faut le faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, je suis togolais, donc, et lors de l'obtention de mon visa, il m'a été recommandé avec une fiche à l'appui, une fois arrivé sur le sol français, de valider que cela équivaut
à un titre de séjour. Bon, vu que vous avez eu à mentionner cela, donc c'est pourquoi je voulais avoir une précision pour ne pas se faire entuber moi-même. Hmm. Si c'était marqué justement avec votre fiche annexe, c'est qu'il Ouais. faut le faire. Alors, Oui, je vais me permettre de répondre rapidement à cette question, s'il te plaît, Majorlène. Alors, Oui. Espoir, quand tu arrives, quand tu obtiens ton visa et que tu arrives ici, oui, il faut valider le visa en ligne. Et je pense que tu payes un timbre. Alors, ça dépend, hein, je ne sais pas si ça a augmenté, mais c'est une cinquantaine d'euros à peu près, ou peut-être un peu plus maintenant. Ton visa que tu obtiens, le premier visa que tu obtiens, c'est ce qu'on appelle un visa long séjour. Donc, dessus, c'est écrit VLSTS. Donc, ça veut dire visa long séjour valant titre de séjour. C'est-à-dire que ce oui, premier visa, pendant la première période où tu es en France, c'est ça qui constitue donc ton titre de séjour. Donc, tu n'as pas encore de demande à faire à la préfecture. C'est lorsque ce premier visa arrive à expiration, donc en remontant ce que Marjolaine a dit au début, c'est-à-dire au bout de 3 ou 4 mois avant l'expiration, tu lances ta demande de renouvellement de titre de séjour. Et c'est là que tu vas obtenir un titre de séjour qui va te permettre d'avoir ce qu'on appelle une carte de séjour. Et c'est cette carte de séjour que tu auras à utiliser par la suite, ce qui est différent donc du visa long séjour que tu as obtenu au départ. Donc le visa long séjour, c'est ce qui te permettra de résider sur le territoire français pendant une année généralement, jusqu'à ce que tu renouvelles ton séjour. d'accord, merci beaucoup. C'est vraiment clair et limpide. C'est Merci. juste voilà, une confirmation que je voulais avoir. Je- J'avais bien peur que voilà, j'aurais commis une erreur quelque part. Raison pour laquelle j'ai- Ça s'est Ok. coupé. Vous m'entendez? Oui, ça s'est Oui, coupé, je crois. Ouais. Ah, ok. Je crois que ça doit être son micro alors. Oui. oui. Je te remercie pour ton intervention, Sylvanus. Avec plaisir. On prend juste une dernière question pour clôturer. Donc, la question, c'était si je n'ai pas de ressources, si je n'ai pas de moyen de justifier des ressources, est-ce que je peux quand même demander un titre de séjour? Si oui, comment? Concrètement, ça dépend du motif du titre de séjour. Hmm. Si on est sur un titre de séjour étudiant, non. Parce que justement, même en tant qu'étudiant, on est censé avoir des ressources pour vivre sur le territoire, que ce soit des ressources propres ou des ressources qui nous sont données par un proche, un parent, un ami et tout ce qui s'ensuit. Après, par contre, si on est sur d'autres types de séjour demandés, type compagnon d'une personne avec laquelle on ne sait pas que c'est, on n'est pas sur les mêmes conditions. Donc c'est vraiment au cas par cas. Ce que je propose, c'est qu'à la limite, la personne puisse décrire sa situation autant que faire se peut, avec autant de détails que possible, justement, et la transmettre à l'adresse mail, comme ça on prendra la peine de lui faire un retour afin d'avoir une réponse plus ajustée à sa demande. Ok, merci beaucoup Marjolaine en tout cas. On va terminer ce temps avec cette Est-ce que question-là. Vous je avez peux- dans le chat, pardon? est-ce que je pourrais intervenir pour une autre question avant la fin de cette réunion, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Espoir. D'accord. Et supposons que voilà, mon type de séjour va expirer bientôt et puis voilà. Et ensuite, la question se base au niveau des ressources financières. J'ai un titre de compétence, j'ai un contrat à durée indéterminée, mais voilà. Et mon salaire n'atteint pas, voilà, et 650 euros. Est-ce que cela poserait un problème pour la demande de mon titre de séjour, s'il vous plaît? On est toujours sur le titre étudiant. Oui, Dans ce cas-là, ce qu'on recommande généralement, c'est de s'assurer que la personne puisse bénéficier d'un hébergement gratuit. C'est que concrètement, si avec tes fiches de paye, je te donne un exemple, c'est marqué que tu touches que 500 euros par mois, oui, ce serait bien que tu puisses voir une connaissance à toi qui te fera une attestation d'hébergement, comme quoi je sous-signais Majorlaine atteste que j'héberge chez moi Espoir à titre gratuit pour toute l'année scolaire 2024-2025. C'est un exemple que je donne. Et oui. justement, vu que on a cette lettre-là avec toutes mes pièces justificatives qui vont avec, on suppose que tu es hébergé à titre gratuit. Donc, sur ce fondement-là, tu es censé n'avoir que 315 euros approximativement et non pas obligatoirement 615 euros. Donc, dans ce cas-là, si tu ajoutes 500 euros de fiche de paye, ça passe. Par contre, si tu n'as personne pour te faire une attestation d'hébergement, que tu ne touches que 500 euros et que
tu as un logement justement à ta charge sur Lyon ou les alentours, on est en moyenne à 450, même pour des studios étudiants et tout ce qui s'ensuit. Dans ce cas-là, la préfecture peut estimer que tu n'as pas de ressources suffisantes parce que quand on retirera ton loyer, il ne te restera pas assez le reste à vivre, comme on dit. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Oui, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Parfait. Euh, Yaovi qui a mis en commentaire, vous êtes une association, s'il vous plaît, les retardataires? On dort Non, sûrement. toujours dans ce que je vous ai par rapport à la question de notre ami qui vient de quitter. Alors, je pense que Allô? nous sommes pas, fait plus ou moins importants. Supposons que lors de la demande, j'ai par exemple 6 000 ou 7 000 lors de la demande et que j'ai un contrat où j'ai un travail qui Yaovi, je suis désolée, j'avoue qu'on n'a pas compris tout ce que tu as dit. Ça s'est coupé. Petit souci technique. Théophilia? oui. Je crois qu'on a un petit problème technique. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais j'avoue que je n'ai Non, je pense que Non, absolument. c'est au niveau de c'est bien à Yaovi son niveau. parce que Ah, d'accord. on s'entend très bien. Alors, Yaovi, si tu nous entends, on te demandera juste, on doit clôturer ce temps. On te demandera juste de nous envoyer tes questions par mail. Donc, j'ai mis pour tout le monde les coordonnées de Your Season. N'hésitez pas, ce temps sera disponible en replay sous quelques jours, d'accord? Vous pourrez retrouver le replay directement sur YouTube. Donc, vous avez le lien dans le chat vers le YouTube, le compte YouTube. Vous avez également le lien vers la page LinkedIn de l'association Your Season et vous avez une adresse mail pour nous contacter. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'était une contribution. euh, OK, sur le volet financier, tu peux toujours nous l'envoyer par mail, Yaomi. Merci beaucoup en tout cas pour ta contribution très riche durant ce temps. Merci surtout à Marjolaine. Merci à tous. Très, très bonne soirée. N'hésitez pas à noter l'adresse mail pour nous contacter et les liens vers nos pages Internet. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Marjolaine. Excellent. Merci à tous et excellente soirée à vous. Excellente soirée à tous. Merci encore. Au Au revoir. revoir, bonne soirée. Bonne Bonne Au soirée. revoir. soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.